Bonjour Gérard. Bonjour Bénédicte. Voilà, vous dites que vous aimez beaucoup Montligeon. Tout à fait. Voilà, que c'est un lieu dans lequel vous aimez venir. Et qu'est-ce que ça évoque pour vous? D'abord, Montligeon, c'est la découverte d'un lieu inattendu. Je pense que le premier regard, quand quelqu'un passe sur les routes de nos campagnes et qu'il aperçoit Montligeon, ne peut pas être insensible, c'est impossible. C'est impossible. Pourquoi? Je trouve que cet édifice, dans sa blancheur, avec le fond de forêt, enfin, il y a une harmonie qui est absolument... ça met en avant Montligeon, là. Et on sent, alors personnellement, hein, je sens une attirance, je peux pas passer à côté de Montligeon sans venir dans la basilique, c'est impossible. J'adore ce silence, se retrouver en face de soi-même, en fait, ici, je trouve, sincèrement. C'est un besoin pour vous? Se retrouver je crois qu'on a tous besoin à un moment, et puis peut-être d'autres moments de la vie plus que d'autres. Hein. Quand on est jeune, on ne s'aperçoit pas forcément, on mange la vie d'une façon différente. Quand on grandit dans les âges, nos parcours, nos difficultés font qu'on privilégie quelquefois le petit noyau de lumière qu'on peut découvrir, et personnellement, moi j'aime bien Montligeon pour ça. Ouais, un petit noyau de Il y a des soirs où je viens, sans rien dire à personne, hein, je me déplace, je viens ici, parce que je sais que je vais me ressourcer, ne serait-ce qu'une minute, 2 minutes, je m'arrête, je descends du véhicule, je monte sur le parvis et je redescends. Voilà. Ah ouais. Et ça suffit à recharger vos batteries? Ça m'est nécessaire apparemment. Ouais. Ouais. Parce que ça veut dire peut-être que vous avez une vie à 100 à l'heure. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que comme je ne me rends pas compte, c'est les autres qui peuvent me juger de ça. Moi, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin de temps en temps de me ressourcer ou le bord de la mer, ou Saint-Malo, parce que Saint-Malo fait partie des lieux où je me suis ressourcé, surtout en préparation de mon concours de meilleur de France. Ça, il y a eu un moment où j'ai eu besoin d'un vide total autour de moi. Et je me suis déplacé à Saint-Malo, intramuros. J'ai eu cette chance de connaître une famille extraordinaire qui m'a accueilli avec, je dirais, une petite pièce qu'il y avait en plein milieu de Saint-Malo. Il n'y avait rien, il y avait une paillasse par terre. Et là, c'est la vérité, hein, j'ai vu juste une paillasse, je n'avais pas de téléphone, pas rien. Et je sortais que la nuit pour ne voir personne et pas être pollué par quoi que ce soit qui me dérange. Donc, et le soir, ça pouvait être à minuit, 1h du matin, j'allais sur le bord de mer. Et j'ai écrit un texte de 14 pages qui a illustré en fait ma pièce maîtresse du concours de meilleur de France, qui était le petit glacier normand. C'était quoi le petit glacier normand? Ça ressemblait à quoi? Parce que vous êtes sculpteur, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors le petit glacier normand, pour reprendre la pièce en tant que telle, c'était une pièce en nougatine, donc c'est une œuvre qui est assez délicate à faire, avec le blason de la Normandie que j'avais fait avec une technique de fabrication qui était inédite. C'est ce qu'on demande. Lions, hein, du coup. Les lions de la Normandie. Oui, tout à fait, mais c'était sous une forme de pomme, donc il y avait une visualisation qui n'était pas forcément évidente, puisque c'était une technique en fait de fabrication, et on voyait bien le petit blason qui était enveloppé en fait comme un œuf qui s'ouvre, de lames, je dirais, comme des sabres arabes arrondis, avec un bout arrondi tout en haut, et qui tenait en équilibre presque. En fait, c'est une grande chance de pouvoir tenir jusqu'au bout. C'est aussi ce qui fait le concours de meilleur de France, c'est la fragilité, c'est oser, c'est pousser au plus loin qu'on peut, et sans prendre de limites. Ce côté dangereux, se mettre en danger en fait. En fait, vous aimez ça, ça va être en danger. Se mettre en danger, c'est se découvrir. C'est ce que je fais tous les jours. C'est-à-dire que quand je donne des cours autour du monde, vous savez, être sûr de soi, moi je ne suis jamais sûr de moi. J'essaye de donner le meilleur de moi-même. J'essaye que ça colle par rapport à ce que les gens me demandent. J'ai cette chance de fonctionner correctement comme ça. Et puis les différents voyages que j'ai voulu mettre, que j'ai fait, hein, qui sont la route du sorbet et la route de la glace, ont été faits que pour ça, c'est-à-dire de montrer, de partager avec les autres ce monde de découverte racinaire que sont nos métiers, les uns derrière les autres. Donc une première fois, j'ai été au Maroc où j'ai fait 1500 km en montrant avec rien, c'est-à-dire tout ce que j'avais sur place, la neige, les fruits locaux, les éléments locaux, j'étais parti avec rien.
Et j'ai voulu montrer que c'était en effet par là qu'étaient arrivés les sorbets, avec toute l'étymologie du mot, qui vient du grec ancien, les envahissements des troupes arabes sur le nord de l'Afrique, etc. Et puis je me suis remis en danger une deuxième fois. Mais nécessaire encore une fois, c'est comment les glaces sont arrivées dans le monde. Donc cette découverte par les Chinois d'un système de réfrigération qui est des glaçons et du gros sel. Et eux, grâce à ça... En fait, c'est une réaction chimique, c'est ça? Tout à fait. Le gros absolument. sel conserve la glace, c'est ça? Enfin, alors le gros sel aspire les calories, de ce fait fait baisser les températures. Et donc un glaçon qui est à 0, moins 1 degré, on va juste déposer un petit morceau de gros sel dessus, vous descendez à moins 15, moins 20 degrés. D'accord. C'est incroyable. Donc après vous mettez un récipient dessus, et vous mettez du lait d'yak, un peu de miel, des herbes ou des épices, et vous faites les premières glaces. Et donc je les ai reproduites sur 1000 km en Chine, avec mes enfants, les grands, qui ont témoigné de cela, parce que je voulais aussi que ça soit quelque chose de familial qui nous rapproche. Et j'ai emmené tous ceux que je pouvais dans mon premier voyage au Maroc, et tous ceux que je pouvais dans mon deuxième voyage en Chine, ce qui faisait du monde. Hein. Avec 7 enfants, ça en fait pas mal. Hein. Mais par contre, c'est un moment de partage que j'ai ensuite distribué au reste du monde par le biais d'un film, deux films qui ont été créés. Et puis j'envisage de faire un troisième et dernière page, qui est donc l'arrivée de Catherine de Médicis en France, qui a été l'élément déclencheur des technicités des glaces amenées à la capitale Paris. Alors Gérard, à vous entendre là, on se dit que vous mettez en danger peut-être volontairement, mais dès le début de votre vie, vous avez été mis en danger peut-être involontairement. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Je pense que ça aussi, ça fait partie de mes références dans les artistes. Je crois que maintenant j'ai compris la définition d'artiste. Je ne me considérais pas comme un artiste. Hein. Je me considérais comme quelqu'un qui apprend tous les jours. L'artiste, c'est celui qui a été écorché vif. On ne peut pas être sincère dans une créativité sans avoir une souffrance quelle qu'elle soit. Donc la première fois en effet que j'ai souffert le martyre, on peut le dire, c'était en allant rapporter une carte d'identité à un monsieur qui l'avait égaré. Et c'était à Alençon, boulevard Koutiala. Le boulevard Koutiala venait d'être construit. J'allais à mon CES Jean Racine, et comme tous les matins. Et puis là, j'ai dû dévier, tourner à gauche, parce que ce monsieur habitait, propriétaire de la carte d'identité, habitait sur la gauche. Donc je me mets au milieu de la chaussée attendant que la circulation passe. Et puis d'une façon très soudaine, une moto est surgie à plus de 130 km/h et m'a percuté. J'ai fait 80 mètres hors sol. L'atterrissage a été lamentable, et même ma mère, qui était au service d'urgence d'Alençon, de l'hôpital d'Alençon, ne m'a pas reconnu. Donc c'était pour vous dire que j'étais défiguré jusqu'à la ceinture d'arraché. Enfin, c'est absolument immonde. 3 jours de coma. J'avais 15 ans, donc on s'en relève quand même. Hein. Enfin, il y a 2 façons. Hein. C'est soit on y reste, soit on s'en relève. Et vous avez vu la mort passer ou... Disons que là, vous prenez conscience que la fragilité est présente à chaque instant. Donc, chez moi, ça a déclenché l'inverse. C'est-à-dire que j'ai provoqué. Et je suis parti à la guerre du Liban 3 ans, 4 ans plus tard. J'ai voulu témoigner moi aussi de la guerre, comme mes parents, grands-parents, oncles, etc. Et j'ai dit, tiens, moi je vais faire ma guerre. Je vais aller apporter ce que je sais faire. J'étais photographe à l'époque, enfin j'étais pâtissier chez Le Nôtre à Paris, mais j'étais aussi photographe. Et donc j'ai passé mon diplôme de photographe sur les porte-avions Foch et Clémenceau, en zone de guerre, sur la zone libanaise. Alors là, ça m'a appris aussi autre chose, la souffrance des autres, puisque j'étais témoin, je dirais direct, puisque je faisais des photos de renseignement. Donc du coup, j'ai vu des choses en effet qui vous apprennent à savoir que quand vous allez revenir après dans votre cocon en France, protégé, je crois qu'on savoure le retour. Mais comment on fait pour résister à ces images terribles de souffrance sur lesquelles on est totalement impuissant, souffrance des autres? Je crois que là, il faut le voir de la façon, il faut se détacher et la voir de la façon la plus artistique possible. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous prenez l'événement comme il vous est montré, c'est
ultra difficile. Vous souffrez à la place de l'autre, hein, et c'est pas possible. Hein. Donc il y a un moment où il faut se détacher et faire de votre mieux ce pourquoi vous êtes là, c'est-à-dire une prise de vue. Moi je me souviens, pour prendre juste un exemple, hein, entre autres, hein, mais je me souviens d'un monsieur à 6 h du matin qui était amené sur le bord du pont d'Envol, et moi j'étais sur le pont d'Envol en train de les accueillir. Il y avait 3500 blessés grosso modo, et je voyais 2 personnes qui le tenaient. Et puis il y avait le soleil levant derrière, c'est pour ça qu'il y avait ce côté magique aussi, qui faisait que je voyais pas très bien la personne qu'on aidait à porter, hein, qui avait bien une jambe par terre. Et puis plus ça allait, plus il se rapprochait, plus je voyais en fait qu'il avait qu'une jambe. Et qu'ils avaient rafistolé avec des morceaux d'inox ou de ferraille, je ne sais pas, en fait, puisqu'ils ne pouvaient pas l'opérer sur le terrain, donc ils venaient se faire opérer sur le porte-avions. Donc voilà, l'image, j'ai compris pourquoi ils étaient 3, chacun d'un côté et l'autre au milieu. Et le côté artistique, c'était quoi? Le côté artistique, c'est qu'il fallait que je reste sur l'image, et qu'il fallait que je fasse une photo de renseignement, mais c'est quelque chose qui reste dans l'esprit. Hein. J'en ai d'autres, hein, mais c'est pas le sujet. En fait, ce premier accident et puis cette guerre, ça aurait pu vous mettre par terre. Enfin, est-ce que vous avez puisé l'énergie quand même pour... J'ai découvert mon métier. Non, mon métier. De pâtissier à l'époque. De pâtissier, mais bon, j'ai appris la glacerie. La glacerie m'est venue parce que j'aime la propreté dans le travail, dans l'exécution. Et puis après, j'ai découvert que j'aimais le côté créateur, création, révélation des parfums, voire même amplification. C'est-à-dire que, en fait, je me suis découvert l'âme du cuisinier, alors que j'étais né dans l'âme du pâtissier. Et donc, j'ai muté sur une sensibilité. Donc, cette sensibilité, en fait, d'écouter la plante, le fruit, de comprendre quelque part quand vous touchez quelque chose, quelle sensibilité vous avez par rapport à ça. Le pain, ça craque, l'odeur, la boulangerie, l'odeur de la farine, l'odeur du silo, du bois, l'encaustique, vous voyez. Et je me suis découvert cette sensibilité à Alençon d'ailleurs, hypersensibilité en fait, parce que je suis rentré à un moment donné à la bibliothèque, la vieille bibliothèque d'Alençon. J'ai réussi à faire 2 mètres et je suis tombé dans les pommes. Tellement c'était saturé d'odeur, de poussière. Enfin... L'odeur des livres anciens, de l'encaustique. Je me suis retrouvé plongé dans l'univers de ma grand-mère, Yvonne, avec toujours à entretenir sa santé, des choses comme ça. Et je me dis, mince, qu'est-ce qui se passe? Et j'étais jeune, hein, donc j'ai eu ça. Et je suis retourné à mon école, aussi Émile Dupont, à Alençon. Et une autre fois, j'étais obligé de m'asseoir aussi. Ah ouais. C'est-à-dire que là, c'était l'odeur de la citronnelle. En fait, vous avez un odorat extrêmement développé. Oui, ça en fait, oui. Est-ce que c'était et quand vous êtes tombé dans les pommes à la bibliothèque, c'est parce que ça vous évoquait un souvenir ou parce que c'était oui, c'est ça. Un souvenir tout simplement. Et donc la violence dans laquelle ça m'est parvenu, j'ai pas résisté. Et là, je suis tombé dans les pommes. Et la deuxième fois, non, j'ai su ce qui se passait, je me suis assis. Donc maintenant, j'y fais attention. Je sais que c'est une maladie en fait. Quand c'est trop constant, moi j'ai cette chance maintenant, je m'y suis habitué et je fais attention. Mais je suis très sensible aux odeurs, absolument. D'accord. Okay. Et c'est curieux parce qu'en fait, tout ce qui est réfrigère, en fait, enlève les odeurs. Absolument. C'est pour ça, en fait. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Donc il faut d'autant plus, quand je dis, maintenant je donne des cours dans le monde entier, donc dans chaque contrée, dans chaque pays, dans chaque culture, je leur dis bien de rester dans la sensibilité de leur propre culture. N'essayez pas de ressembler. Il faut rester. Le sésame noir. Exactement. Voilà. Le sésame noir, je trouvais que c'était l'idéal de le faire en lieu de la production du sésame noir. D'ailleurs, à ce titre, c'est l'endroit au monde où il y a le plus de centenaires. Osaka, c'est pas ça? Non, c'est pas Osaka, ça c'est le Japon. Ah non, c'est le Japon. Mais là, c'est en Chine, à côté de Datong. C'est sur la route de la soie, en fait, Datong. Pas très loin de la Mongolie, du début de la Mongolie. Et puis là, il y a une exploitation de sésame noir, et ces gens en consomment depuis qu'ils sont tout petits. Oui.
Et en fait, sésame noir, dans ces huiles, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ça contient ce qu'il faut pour que les gens se préservent des maladies. Ah ouais, incroyable. Ah ça, j'en ai un paquet de ça, hein, parce que j'adore ça. Le mariage, en fait, de la pharmacie, si vous voulez, dans la nourriture, que je trouve très intelligent, parce qu'en fait, restauration, c'est se restaurer le corps aussi, hein, se restaurer. Et je trouve que c'est le plus grand respect qu'on peut faire à l'être humain, en fait, en tout cas, quand on lui sert quelque chose, c'est de lui servir quelque chose de sain, même si c'est peu. Mais en tout cas, c'est quelque chose de sain. Et je me fais fort, en fait, de sélectionner mon lait aux meilleurs endroits, parce que je parle d'abord avec les exploitants agricoles. C'est ça qui m'intéresse, c'est leur langage. La sincérité dans leur langage, c'est ça qui m'intéresse. J'ai pas envie des savoirs paraître, des je crois que, ça m'intéresse pas. C'est soit on donne avec son âme dans l'élevage de l'animal, dans le grand respect qu'on se doit à l'animal, hein, parce que c'est quand même quelque chose, hein, exploiter un animal quand même au demeurant. Hein. Donc qu'est-ce qu'il en ressort? Et il doit en sortir le nectar. Et je fais attention à toujours avoir ces belles rencontres, où j'y étais d'ailleurs encore dimanche dernier, dans une rencontre de plusieurs exploitants agricoles où cet échange pour moi est fondateur, phénoménal. Je travaille avec du lait de jument. Le lait de jument, c'est pareil, c'est tenu par une famille qui est exceptionnelle à côté de des amoureux de leur jument. Ah oui. Donc quand il y a de l'amour, je veux dire, un sandwich fait avec amour sera meilleur qu'un plat fait sans âme. Ça se sent. Ça se sent. Il y a quelque chose, c'est magique. Donc vous prenez que des bons ingrédients de base, et puis vous rajoutez votre grain de sel. Absolument, sans trop modifier. Ouais. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais, respect des aliments. Alors, il vous est arrivé un deuxième accident, en fait, dans votre vie. Oui. Et vous pouvez nous le raconter? Alors, celui-là, oui, en effet, c'était dramatique. Je venais d'être reçu, d'être accepté pour disputer la finale des meilleurs de France. C'est-à-dire que les meilleurs de France, ça se passe en 3 temps. Vous avez un questionnaire de 40 questions, vous avez 2 heures pour y répondre. Un questionnaire très très large, hein, sur aussi bien la politique internationale, la psychologie, l'artiste, les textes de loi, votre vue sur la glace sur les 5 à 10 ans, des équations mathématiques à résoudre, parce que nous, c'est quand même des équations mathématiques, c'est des équilibres physico-chimiques, donc il faut savoir les tenir et les maintenir et les enseigner. Et vous êtes l'ambassadeur, il ne faut pas l'oublier, Meilleur de France, c'est ambassadeur du savoir-faire français en France et à l'étranger. Donc de ce fait, 40 questions qui sont d'un large spectre. Ensuite, vous allez en finale régionale, où là, vous exploitez un thème que vous avez décidé, donc ça c'est très délicat, un thème que vous choisissez, et vous le déclinez en fait sur plusieurs types de présentation et de fabrication de glace et de sorbet. Et puis, si vous avez la moyenne, eh bien vous allez passer, vous allez être sélectionné pour la finale. Donc il y a un écrémage quand même très important entre le début et la fin. On s'est retrouvé 4 à la finale des meilleurs de France, c'est peu. Oui. Et donc là, je venais d'être sélectionné pour la finale, et nous venions avec mon ex-compagne d'acheter un appartement suffisamment grand pour notre famille qui s'agrandissait. On avait Antoine qui venait de naître, il n'avait pas encore 1 an, et puis on avait acheté un appartement, et j'ai pas eu le temps d'y habiter puisque j'étais renversé par une voiture cette fois-ci, et moi j'étais en moto et la voiture m'a percuté, mais j'ai aucun souvenir de la voiture. Et puis, en me percutant, en fait, son phare a explosé par la pression que ça exerçait. Ça m'a découpé, le phare explosant. C'est le phare qui m'a découpé donc l'intégralité du pied sur ce qu'on appelle la ligne de Chopard, qui est juste en dessous de la cheville. Et donc, jusqu'au dessous du pied, j'étais avec un pied arraché à 75%. Et j'avais plus de bras gauche, en tout cas utile, puisqu'il avait été décroché dans l'accident. Donc voilà comment ça s'est passé, et vous voyez donc la scène, hein, on venait d'arriver, 3 enfants, j'étais chef de poste chez le nôtre, un concours sélectionné en finale, donc j'ai préféré rester pour ne pas faire en plus une charge encore plus importante à ma famille. C'est moi qui ai décidé de rester dans un hôpital de rééducation où je peux vous dire que c'est ultra délicat quand vous ne savez pas que vous allez récupérer peut-être les 2 membres, vous ne savez pas, hein, quand vous rentrez, c'est juste une grosse question, mais vous n'avez qu'une réponse, on va se battre.
Et quand on peut le faire, j'avais 37 ans, on a encore cette possibilité, je pense qu'on l'a à tout âge, j'espère. En tout cas, je l'ai eu, de se battre et de se dire c'est pas fini. Parce que croyez que quand vous êtes arrivé au niveau où j'en étais arrivé dans mon métier, je me suis posé la question, je vais changer de métier, parce que je ne pouvais plus marcher. Je ne pouvais plus utiliser mon bras gauche. Donc, vous êtes un handicapé, point. Voilà. Donc, un handicapé avec un fauteuil roulant. Et puis voilà. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? Il n'y a pas 36 solutions. Hein. Il y a à se dire, on a mal et puis on va souffrir, et puis voilà. Et ça peut durer pendant 30 ans. Hein. Ou on a la force, et je ne critique pas ceux qui ne l'ont pas. Hein. C'est trop difficile. Donc, si vous avez cette chance d'avoir la force, c'est de trouver la petite lumière, toute petite comme ça, en vous, et puis de vous dire, vous êtes capable de faire plus, et puis de bouger un doigt, puis de bouger un pied, et puis de rencontrer des gens, parce que ça fait aussi du bien de rencontrer les gens. Et moi, j'ai passé 6 mois en rééducation. J'en ai vu en morceaux arriver. J'ai vu des tétraplégiques qui sont mis à marcher. J'ai vu des choses incroyables. Hein. Par la force de la volonté ? Oui. Ouais. Le muscle, la tête. Et les gars remarchent. Eh bien, je vais vous dire, vous avez pas mal. Ah oui ? Non. En fait, et ça me fait du bien tout le temps, de me dire, il y a pire. Il y a toujours pire. Et donc, toujours pire, ça peut être vraiment pire. Donc, quand vous prenez la claque dans la figure, comme je l'ai prise aussi dans mes multiples voyages de la pauvreté en Éthiopie, en Inde, à Madagascar, où vous avez des gamins de 6 ans qui sautent d'une benne, qui font tomber quelque chose par terre à 6 h du matin, 8 h du matin, et puis vous êtes à Tananarive, et puis il fait froid, et puis il y a un gamin qui saute de la poubelle et qui tape son truc par terre et qui lèche le sol, et vous apercevez en fait qu'il a fait sortir la moelle épinière de l'os et qu'il est en train de manger la moelle épinière, quoi, je veux dire. On a pas mal. Donc il n'y a qu'un truc qu'on peut faire, c'est partager. Enfin moi c'est ce que j'ai choisi de faire, et Meilleur ouvrier de France, c'est un outil extraordinaire parce que vous êtes pour ça. Partagez votre savoir, partagez votre façon d'être aussi. Et ça s'apprend au quotidien, tous les jours. Parce que souffrir, on souffre tous les jours. Souffrir, c'est facile. Moi, j'ai encore une expérience. En travaillant, on souffre non, psychologiquement, des souffrances qui peuvent être aussi physiques en vieillissant. Il y a tout ça. Et j'ai appris à tous les jours se remettre en question et puis rattaquer et ne pas oublier de se faire des petits plaisirs, tout simple. Hein. C'est-à-dire quoi comme petit plaisir ? Conduire sa 2 chevaux. Oui. Ça, c'est un détail. Il peut y avoir des trucs d'une simplicité déconcertante. Cueillir un bouquet de fleurs quand vous êtes invité quelque part sur le bord de la route. Parce que c'est un acte que vous faites vous-même qui a beaucoup plus de valeur que d'aller l'acheter. C'est des petites choses comme ça. J'essaye de m'émerveiller chaque jour de quelque chose de nouveau. Voilà, c'est tout. Le savoir-faire que vous partagez, c'est pas n'importe quel savoir-faire. C'est pas comme si vous construisiez un meuble. Non. C'est un produit qui amène le partage. Tout à fait. Ou la joie, parce que la glace, ça évoque les vacances. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Déjà, on ne se rend pas compte, quand on n'est pas du métier, du côté de la complexité que c'est la transformation de l'eau en glace. C'est-à-dire que l'eau a 3 phases. Vapeur, liquide, glace. Dans ces 3 phases, il y en a 2 dans lesquelles elle se débarrasse de ce qui n'est pas H2O. Systématiquement, elle va se débarrasser, l'eau naturellement, en congelant, va devenir cristal. Et donc ce cristal va se débarrasser des sels minéraux. Ça veut dire tout. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire un glaçon transparent. C'est-à-dire que quand vous allez piéger dans le froid, vous regarderez, votre glaçon n'est pas transparent. Le glaçon transparent n'est fait que et n'est produit que par de l'eau pure. L'eau pure, elle est faite en glissant sur une surface froide, ou l'air qui va refroidir une eau en mouvement. Donc du coup, glacier, ça va être comment combiner en fait des parfums, donc sur le lait ou sur de l'eau, sur du fruit, et puis arriver à les marier ensemble, garder une texture,
un goût avec une signature, quelque chose. Le produit doit signer en fait quelque part. Donc si le produit est bon, signer le goût, sa signature aromatique. D'accord. Pour moi, la signature, sa personnalité. C'est-à-dire que si vous faites avec un café Arabica ou un café Robusta, un café d'Éthiopie, puisque le café est né en Éthiopie, hein, le café c'est la plaine de Kaffa, K-A-2-F-A, et donc cette plaine a donné le nom au café, mais vous pouvez retrouver des cafés du Costa Rica, d'Amérique du Sud, etc. Et donc toutes ces signatures aromatiques, chocolat entre autres, etc., vanille, vous devez pouvoir les reproduire, donc les emmener grâce à vos choix, vers quelque chose qui va, ce que j'essaye de faire, ce que je trouve, j'ai réussi à peu près, créer une émotion dans la dégustation, même au niveau de l'enfant. Ah oui. C'est-à-dire que l'enfant va revenir en trouvant le produit bon. Donc là, on gagne. Ah oui. Là, je suis content. Voilà. Et en fait, vous créez des émotions, vous suscitez des émotions. Comme un artiste. Personne qui déguste les glaces. Ouais, sur une glace vanille, sur un sorbet fraise, pas sur des trucs compliqués. C'est ça, ils verront que c'est pas chimique et que, ça les emmène voyager. Ouais. Comment vous envisagez l'au-delà, Gérard? Comment j'envisage l'au-delà? Pour moi, c'est l'inconnu, d'abord total, et je pense vivre en fait ma vie ici déjà, aujourd'hui. Enfin, ma vie. Donc, je pense qu'avant de penser à l'au-delà et ce qui sera fait, j'estime que chaque jour, franchement, c'est chaque page de la Bible, quelque part. Voilà. J'ai préféré écrire la Bible dans mon parcours de tous les jours, avec mes erreurs, avec mes joies, avec mes peines, avec tout ça. Mais avec le bonheur qu'on distribue, d'une façon ou d'une autre. Hein. Mais mes glaces en font partie, bien sûr, et ça me fait vraiment plaisir. Mais l'au-delà, le repas de l'au-delà, alors mon péché mignon, des patates sautées avec un magret de canard. Ah oui, ça c'est vrai. Et puis non, en glace, on ne prendra pas de risque. Mais en tout cas, ça sera une glace de lumière, un sorbet à la vanille par exemple, quelque chose qui amène une exactitude dans ce qu'on est réellement. Et sur la mort, quelle est votre approche? La mort, je l'ai tellement côtoyée, vue, j'ai pas peur du tout. Hein. Alors là, ça c'est clair. J'ai peur de souffrir, oui, parce que je sais ce que c'est. J'ai souffert, vraiment. Vous savez, souffrir physiquement, quand chaque minute vous vous posez la question et vous avez les mains qui se crispent sur le lit en se disant, ça y est, la douleur revient, et on vous demande de dire une échelle, vous n'êtes pas à 10, vous êtes à 12. Vous êtes à 15, c'est l'insupportable. Et je vous demandais à 4h du matin qu'on vous coupe la jambe. Vous voyez, souffrance, souffrance, j'ai eu. Hein. Celle-ci, la souffrance psychologique, j'ai été servi aussi. C'est bon, au même niveau. Donc, la mort demain, elle me fait pas peur, elle me dérange pas. Ce que je souhaiterais, c'est partir en paix. Tout simplement. D'accord. Voilà. Et la mort de vos proches? Elle me fait mal. Ouais. Dernière question, Gérard, qui est plus légère. Si vous deviez faire une glace qui ressemble à Montligeon? Moi, j'ai une idée. C'est vrai? Une glace qui ressemble à Montligeon? À partager, croquante. Donc il faudra une glace fine, douce, subtile. J'irai sur un mélange de lait d'amande, de sirop d'orgeat, sirop d'orgeat traditionnel, hein, celui qu'on fait et qu'on sait faire dans les mondes que j'ai côtoyés au Liban et autres. Et j'y mettrai un tout petit peu de fleurs d'oranger, juste pour donner ce goût dans le voyage, dans le croquant, dans la découverte, dans le bien-être. Voilà ce que je verrai à Montligeon.
Rien que de la description, ça donne faim.